stimule la réflexion, nourrit le dialogue. Cube. Louis, énormément de choses qui se passent au sud de la frontière. Oh yes, on retourne le sablier pour une dernière fois avec l'ACOM, là, plus que 48 heures avant cette fameuse date butoir de mercredi, date butoir évidemment où le Canada pourrait se voir imposer une nouvelle vague de tarifs là, de 50% sur à peu près 20 milliards de dollars de biens et de marchandises. Tarifs, il faut le dire, Nicolas, qui aurait un effet dévastateur sur les entreprises du Québec. On a entendu les entreprises, on a entendu également plusieurs associations industrielles en parler au cours des derniers jours. On sait que M. Leblanc est toujours à Washington ce matin, poursuit les négociations, essaie d'arracher un deal de dernière minute, mais ça coince. On dit que ça coince entre autres sur le bois d'œuvre, sur également les tarifs qui sont imposés au secteur automobile canadien. Alors, on va voir, mais on va se le dire, là, Nicolas, il y a plus de bonnes options pour le Canada dans cette négociation-là, là, parce que de deux choses l'une, soit que le Canada fait des concessions et arrache un deal, mais ça va être excessivement acrimonieux et difficile pour M. Carney, entre autres son gouvernement, de vendre ça aux provinces et à un électorat canadien qui est plus vraiment d'humeur à faire d'autres concessions. Surtout si ça touche l'automobile. Exactement. Ou soit qu'il y a une entente mercredi, où il n'y a pas d'entente mercredi, les États-Unis mettent à exécution leurs menaces. Dans quel cas le Canada a déjà indiqué ou laisse en tout cas planer le fait de mesures de rétorsion, donc. Et ça, on va se le dire, là, ça aurait l'effet de lancer une grenade dans les relations canado-américaines. Dans quel cas, le Canada, donc, serait obligé, ou du moins le dit qu'il serait obligé d'adopter des mesures de rétorsion. Alors, tout ça pour dire à surveiller 48 prochaines heures, sortez le popcorn, ça risque d'être intéressant, riche en rebondissements, riche en émotions également. Je me sens un peu comme c'était quoi en 99, là, le bug de l'an 2000, on attendait là, que ça passe là, pour savoir. Puis il n'y a rien arrivé. Alors peut-être que rien n'arrivera, exactement. Ben, peut-être, il y a des gens qui disent qu'il y a encore peut-être une lueur d'espoir que Donald Trump repousse la fameuse date butoir, fasse un taco de lui-même encore une fois. On verra, mais... Est-ce que Mark Carney a essayé de jouer l'horloge, mais l'horloge des midterms, c'est quand même dans longtemps? Là. Non, absolument. L'horloge des midterms, c'est dans longtemps, mais les Américains veulent absolument régler, on le sait, avant les midterms. Donc, le fait que M. Carney a joué l'horloge, ça pouvait seulement l'amener à une certaine destination. Là, je pense que ça a toujours été clair qu'on n'allait pas pouvoir franchir les midterms ou les élections de mi-mandat avec cette stratégie-là. Exact, ouais. La fin du wokisme qui arrive à vitesse grand V par une personne dont on s'attendait pas. Le wokisme a dépassé les bornes, Nicolas. C'est terminé, le wokisme. Non, c'est pas Donald Trump ou la droite américaine qui dit ça. Ce sont les mots de nul autre qu'Alexandra Ocasio-Cortez. Vous savez, la porte-étendard de la gauche américaine, de l'aile plus progressiste du Parti démocrate. Surprenant, vous allez me dire, en effet, très surprenant. Pourquoi? Parce que cette New-Yorkaise de 36 ans qui a connu une montée fulgurante politique depuis son élection au Congrès en 2018, c'est une des figures probablement les plus emblématiques du mouvement woke américain. Alors, qu'est-ce qui se passe? Que s'est-il passé? Ben, ce qui se passe, c'est que Mme Cortez voit la présidentielle de 2028 arriver et elle caresse peut-être l'idée de se présenter pour succéder à Donald Trump. Alors, si elle espère un jour pouvoir se présenter à la présidentielle, elle n'a pas d'autre choix que se distancer du mouvement woke parce que oui, ce courant-là peut être donné le lieu à des mouvements importants au cours des 10 dernières années. On va le dire, Occupy Wall Street, Black Lives Matter, le mouvement MeToo également. Mais c'est un train de pensée qui est aussi beaucoup responsable du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en 2024. Là. Il faut pas oublier les pubs en campagne en 2024 qu'il avait présenté contre Kamala Harris, où il blâmait Mme Harris essentiellement de vouloir financer à même les fonds publics des opérations de transition pour des gens qui sont incarcérés, des trucs comme ça. Ça avait fait extrêmement mal au Parti démocrate. Maintenant, Mme Ocasio-Cortez n'est pas la seule là, à se distancer. Il y a le maire, par exemple, de New York, M. Mamdani, qui est bien connu
comme étant quelqu'un de ce mouvement de pensée woke, qui lui aussi récemment disait, moi aussi, là, je change d'idée à certains égards. Exactement. Je ne suis plus en faveur du définancement, par exemple, des forces policières, des trucs comme ça. Alors, à voir si cette démarche de Mme Ocasio-Cortez, va réussir. Plusieurs à gauche trouve son 180 degrés un peu fort de café, je dois dire. Facile, on va dire, pour Mme Ocasio-Cortez de sortir du mouvement woke. Je pense que c'est moins facile pour le mouvement woke d'accepter de se faire larguer sur l'autobus par sa porte-étendard. Alors, à suivre, parce que oui, on parle beaucoup des élections mi-mandat au mois de novembre. Mais clairement, là, on commence à sentir, on commence à goûter la saveur de la présidentielle en 2028. Mais il y a quand même une guerre civile interne au Parti démocrate. On voit qu'il y a vraiment la gauche de la gauche dans le Parti démocrate qui n'accepte pas, elle, de se recentrer. Exact. Et puis les grands ténors, essayent de prendre la place que des Nancy Pelosi et tout ça sont en train de laisser. Exactement. Il opère le recentrage avant même les primaires. C'est-à-dire qu'habituellement, Nicolas, dans un cas classique en politique américaine, tout comme ici au Canada, les démocrates ou les républicains vont faire campagne vraiment à gauche et à droite respectivement pendant les primaires, histoire d'aller chercher des appuis à la base. Mais une fois arrivés à la présidentielle, une fois arrivés à la générale, ils n'ont pas le choix de revenir vers le centre et ça leur cause énormément d'ennuis. Alors, je pense que Mme Cortez essaie d'anticiper un peu. 2 ans à l'avance, elle a quand même son temps. Exactement, à voir si ça sera payant ou non à surveiller. Exact. Et là, on traverse l'Atlantique. Ça, c'est une histoire qui me... Tu l'aimes, cette histoire-là? Ça m'a passionné. J'ai écouté un documentaire sur cette histoire. Jason Hardy de l'Université Cambridge. Oui, étrange et nébuleuse histoire de ce professeur de race noire à la prestigieuse université Cambridge, tu le mentionnes, qui s'est soldé vraiment par une tournure vraiment tragique au cours des derniers jours. Je dis tragique parce que le professeur en question a été retrouvé mort dans un appartement de Londres vendredi dernier. Il était, lui, au cœur d'un scandale de plagiat qui a été marqué, entre autres, par des accusations de discrimination raciale, de racisme et tout ça. Alors, seulement pour situer peut-être les auditeurs, là, qui est ce fameux professeur? C'est un homme d'une quarantaine d'années. En 2003, il était devenu le plus jeune professeur de race noire de l'université Cambridge. C'est quand même pas rien. Qui est une université, pour ceux qui connaissent pas, c'est le Harvard d'Angleterre. Le Harvard, le NEC plus ultra. Là, je veux dire, c'est le Harvard plus. Mais il y avait des doutes qui avaient commencé à s'accumuler contre lui, soupçons de plagiat, entre autres, sur sa thèse de doctorat, mais aussi des affirmations qui avaient fait sourciller. Il avait dit avoir couru 30 marathons en 35 jours, ramasser des millions de livres sterling pour des œuvres caritatives, aurait également... Même sa jeunesse, il avait dit qu'il n'avait pas parlé avant ses 18 ans. Il aurait été diagnostiqué autiste lorsqu'il était enfant, a pas commencé à parler avant l'âge de 11 ans, a pas commencé à écrire avant l'âge de 18 ans. Bref, tout ce scandale-là a plongé l'université dans une controverse sans précédent. Du même coup, bien sûr, on parlait de wokisme il y a un instant, relancer tout le débat sur la question raciale au sein des corps professoraux en Grande-Bretagne parce que, pour certains, encore une fois, c'est la preuve que M. Hardy aurait indûment probablement tiré profit de ces fameuses politiques diversité, égalité, inclusion. Côté de la famille de M. Hardy, évidemment, on crie à l'injustice. On dit qu'il a été victime d'une campagne de dénigrement et de salissage. Bref, une histoire dont on n'a pas fini d'entendre parler. Et, inutile de le dire, là, c'est certainement pas, le genre de publicité qu'une université comme Cambridge cherche à l'aube de la rentrée scolaire 2026. Là. Ni à tous les défenseurs de la diversité et de tout ce mouvement-là qui a sa raison d'être, mais qui aujourd'hui se réveille avec peut-être une personne qui a utilisé ça frauduleusement pour pouvoir avancer. Avec une fin tragique, comme on l'a dit. Alors, exactement. C'est nébuleux. Le terme est bon. Merci. Je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Parce qu'il y a une enquête, évidemment, qui a été lancée par la police et l'université. Oui. Donc, et il y a même, je crois, une poursuite qui a été déposée contre... c'est quelque chose qui va continuer à donner, je pense, pendant un petit bout de temps. Oui. Merci beaucoup, Louis. À demain.